De par ses ressources naturelles inestimables, l'Afrique reste un continent dont le développement reste un défi pour ses fils. Plusieurs chercheurs en font une priorité dans divers domaines. La géomatique est une science considérée comme un ensemble de techniques de traitement informatique des données géographiques dont certains peuvent provenir de la télédétection. Elle fera l'objet de ce numéro de l'émission, votre émission préférée, Que dit la science? Bonjour fidèles téléspectateurs de la chaîne citoyenne Electron TV. Nous recevons aujourd'hui un chevronné de l'enseignement supérieur, le professeur Michel Tchossoa. Il est chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Il dirige un laboratoire de géomatique à l'université de Ngaoundéré au Cameroun. Bonjour professeur et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Je ne sais pas, êtes-vous satisfait de la présentation ou si vous voulez ajouter quelque chose? Bon, ça va pour le moment, mais on pourrait quand même ajouter que je suis professeur titulaire des universités. J'enseigne essentiellement dans les universités africaines et j'interviens dans les universités européennes essentiellement pour les évaluations des travaux, de thèses, des mémoires. D'accord. Alors, comme je l'ai dit tantôt à l'introduction, que nous sommes ici pour discuter des questions qui sont liées à la géomatique, qui est une science que vous maîtrisez très bien, si je n'abuse pas vraiment de ce que je suis en train de dire. Alors, déjà, dites-nous, qu'est-ce que la géomatique selon vous? Définition succincte de la géomatique. La géomatique, en fait, c'est cette science qui est à la rencontre, qui se trouve à la rencontre, n'est-ce pas, de l'informatique et de la géographie. Ça me convient, ça me convient. Alors, je vais savoir quels sont les objectifs de cette science, parce qu'on en parle peu, il faut le dire. Quels sont ces objectifs? Bon, en tant que science, la géomatique, appliquée essentiellement à l'aménagement, à la gestion de ressources, du moins celle que nous efforçons de pratiquer à l'université de Ngaoundéré, mieux dans notre plateforme de formation ouverte et à distance, repose sur des questions beaucoup plus simples et ouvertes, à savoir où, par exemple, quoi, comment, quand, pourquoi, et si. Vous voyez, en donnant, n'est-ce pas, des réponses à ces questions, on permet donc la mise à la disposition des décideurs et des techniciens des outils d'aide à la décision. Alors là, vous avez cité peut-être 5 ou 6 questions qu'il faut se poser pour arriver aux objectifs de cette science. Mais pourquoi? Parce que là, on rencontre également ces questions-là, même dans le milieu journalistique. Pourquoi quelle est la particularité, en fait, je voulais dire, pour pouvoir absolument poser ces questions avant de répondre aux objectifs? Oui, la particularité, c'est que la géomatique, c'est une science qui est essentiellement orientée à l'analyse spatiale. Analyse spatiale pour, n'est-ce pas, faire géolocaliser les objets qui peuvent être même des ressources et procéder donc en ce moment à l'analyse, au suivi de leur évolution ou bien même de leur exploitation. Oui. C'est vu sous cet angle-là que... et elle a, n'est-ce pas, cet autre avantage que vous pouvez, à l'aide, n'est-ce pas, de cette science, travailler sur des espaces où vous ne vous trouvez pas. Je prends par exemple la couche infrastructure scolaire. Un ministre de son bureau peut savoir que dans telle localité, à 3000, 4000 km, il manque un enseignant ou bien il manque de salles de classe, il manque de tables-bancs, tout simplement parce qu'il consulte, n'est-ce pas, la base SIGE qui est conçue à l'aide de la géométrie. Ok, alors professeur, là tout de suite, là, ça me fait peut-être réfléchir à une question. Est-ce que cette science est réservée juste aux géographes ou peut-être aux télédétecteurs, si on peut se permettre? Non, c'est une science vraiment qui est à la portée de tout le monde. Vous voyez, tout le monde fait de la géomatique. Sans savoir? Sans le savoir. Okay. Quand vous appelez quelqu'un au téléphone, vous dites, vous êtes où? Vous faites comme ça de la géolocalisation, qui est le fondement même de la géomatique. D'accord. Alors, quels sont, par exemple, les domaines qu'on venait de dire, tout le monde peut faire? Quels sont les domaines d'application, par exemple, de la géomatique? Alors, les domaines de l'application de la géomatique sont nombreux. Nous avons particulièrement l'aménagement du territoire, la gestion des infrastructures urbaines et rurales, qu'elles soient, n'est-ce pas, sociales ou socio-économiques, vous voyez. Il y a le domaine de l'agriculture.
Il y a aussi celui de la protection de l'environnement, hein, la gestion des risques naturels et technologiques majeurs. Il y a aussi, n'est-ce pas, le géomarketing, vous voyez, l'analyse, n'est-ce pas, épidémiologique, hein, les analyses de prévention des crimes et des maladies, hein, les analyses paysagères et des simulations militaires, par exemple. Voilà, n'est-ce pas, autant de domaines où la géomatique, n'est-ce pas, se trouve être à la base, se trouve être, n'est-ce pas, une science qu'on puisse utiliser pour la mise en œuvre. Alors là, vous avez cité plusieurs domaines d'application. Je vais peut-être revenir sur peut-être 2 ou 3 domaines pour que vous expliquiez, afin qu'on comprenne, bien que le téléspectateur comprenne mieux. Si je prends par exemple le domaine de l'agriculture, à quoi consiste la géomatique dans le domaine de l'agriculture? Le suivi, par exemple, de la croissance des végétaux, par télédétection, on peut, n'est-ce pas, suivre l'évolution du couvert végétal, l'évolution, n'est-ce pas, des cultures, vous voyez, la délimitation, n'est-ce pas, des parcelles, hein, tout ceci à l'aide, n'est-ce pas, de la géomatique, vous voyez. On peut aussi, n'est-ce pas, à l'aide, n'est-ce pas, de cette science, surtout qu'elle permet actuellement, elle utilise actuellement les drones pour pouvoir, n'est-ce pas, filmer l'état d'évolution, n'est-ce pas, des paysages. Ça peut être les paysages agricoles, ça peut être les paysages forestiers, et on essaie donc de faire une interprétation de ces états d'évolution pour pouvoir bien comprendre et même calculer les rendements, prédire, n'est-ce pas, ce que un champ, par exemple, pourra, n'est-ce pas, apporter en termes de rendement ou de productivité agricole. D'accord. Maintenant, si on revient sur le domaine de l'épidémiologie et santé, comment expliquez-vous cela? Eh bien, là, vous voyez, on avait toujours la géomatique, toujours, n'est-ce pas, on simule parfois les dynamiques. Vous voyez, la simulation multi-agent, par exemple, permet, n'est-ce pas, prenons le cas de la diffusion d'une maladie comme le choléra, vous voyez, on essaie de simuler, on dit voilà les paramètres du milieu, les contextes, les paramètres socio-économiques, on essaie donc de les mettre en œuvre, de les mettre en branle pour pouvoir donc dire voilà si le choléra arrive, voilà comment elle pourra plus facilement se diffuser dans la population. Vous voyez, c'est des éléments, c'est des choses qui nous permettent, n'est-ce pas, de prédire et d'anticiper. Vous voyez. Alors, si vraiment la géomatique permet de prédire, je crois que normalement il ne doit pas avoir tous ces problèmes des catastrophes ou bien des épidémies qui se vivent actuellement en Afrique et qui est peut-être récurrente, il faut le dire. Non, disons que la géomatique... C'est l'utilisation qui pose un problème. C'est l'utilisation qui pose problème. C'est encore une science, elle est toute jeune, hein, la géomatique. Et en Afrique particulièrement, elle est vraiment, elle n'est utilisée que par quelques personnes pour le moment. Voyez, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi j'ai jeté mon dévolu sur la formation des jeunes africains en cette science. Nous avons développé un master là à l'université de Ngaoundera en formation ouverte et à distance, dont beaucoup de Tchadiens se forment dans ce master, beaucoup de Maliens, des Ivoiriens viennent se former là pour pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser cette technique et cette technologie afin de pouvoir, n'est-ce pas, se mettre, n'est-ce pas, à disposition des décideurs, des autorités pour pouvoir aider à la gestion des ressources humaines et naturelles. Quand je parle de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire la gestion des hommes, l'homme constitue, n'est-ce pas, une ressource pour un pays, hein, et en suivant son état de santé, en suivant ses activités, vous voyez, à l'aide donc de cette technologie, en temps réel, on peut donc vraiment profiter de sa présence. Alors là, je crois comprendre que c'est une science qui est peut-être embryonnaire, mais pourquoi cela est réservé? C'est vrai que c'est embryonnaire, mais puisque vous enseignez, comment cela est réservé seulement à juste un groupe de personnes? Ça devient un problème d'accessibilité à cette science. Comment expliquez-vous cela? Bon, c'est pas un problème d'accessibilité. C'est pas surtout un problème d'accessibilité. C'est un problème, n'est-ce pas, de la vulgarisation. Ok. Jusqu'à présent, nous, pour ce que je sache, hein, nous sommes très peu nombreux en Afrique pour l'instant
à utiliser cette science. Et elle n'est pas encore entrée, vous voyez, dans les façons de faire, vous voyez, même des décideurs. Vous voyez. Chaque commune doit disposer de sa base de données SIGE, par exemple. Chaque commune. Chaque infrastructure doit être géolocalisée. Et pour qu'on puisse suivre, n'est-ce pas, cette infrastructure, quand on construit, par exemple, une route, il faut qu'on sache, n'est-ce pas, qu'on l'introduit, n'est-ce pas, dans la base de données SIGE, sur la couche infrastructure routière, par exemple, et ceci permettra, n'est-ce pas, en temps réel, de suivre, n'est-ce pas, son évolution. Mais le problème actuellement, c'est que beaucoup ne se sont pas encore appropriés de cette science, ne l'ont pas encore maîtrisée, et pourtant, c'est le socle du développement futur. Oui. D'accord. Tout de suite, vous avez évoqué le cas des drones qui peuvent peut-être survoler des champs ou bien des paysages et puis peut-être permettre de faire une évaluation sur une végétation donnée. Avant de revenir peut-être même sur les matériels que vous utilisez dans cette science, permettez qu'on marque une pause et puis on va revenir sur les matériels utilisés dans cette science. Au moment où plusieurs analyses persistent à décrire l'Afrique comme un continent meurtri par la pauvreté, les maladies et les guerres, l'universitaire camerounais Michel Tchotsua, dans son ouvrage intitulé « L'Afrique peut enfin bien partir, géostratégie et géomatique pour un développement maîtrisé », rompt avec la conception pessimiste. Pour lui, l'Afrique est loin d'être un continent maudit. Voici un nouveau livre de plus qui passe au crible la question du développement de l'Afrique. La posture du professeur Tchotsua ne s'inscrit non seulement dans une logique de l'enrichissement du continuel de ces sujets, mais elle est en même temps un témoignage d'une réflexion mûrie sur la situation générale de l'Afrique. En panafricaniste averti, l'essayiste Tchotsua, partant des constats désastreux du processus de développement de l'Afrique, dresse le bilan de l'aide publique au développement en s'inspirant des critiques faites par Dambisa Moyo. C'est ainsi qu'il souligne à grand renfort de traits qu'au cours des 30 dernières années, les pays qui dépendent le plus de l'aide publique au développement ont présenté en moyenne une croissance annuelle négative de moins de 2%. Après lecture, observation et analyse des situations que traverse le continent noir, Michel Tchotsua affirme sans embâche que le problème de l'Afrique est d'abord celui des rapports de force dans un monde tumultueux avant de devenir celui de développement. La vérité qui éclate est profonde et cinglante. Un pays ne peut être développé par des étrangers, comme on a tenté de le faire pour la majorité des pays africains depuis plus de 50 ans. Préfaçant l'ouvrage, Monseigneur Samuel Kleda note que le temps de passer au développement et au progrès économique de notre continent sans doute est arrivé. Voilà pourquoi l'auteur, après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des recherches géographiques pour le développement, intitule son ouvrage « L'Afrique peut enfin bien partir ». L'auteur de cet essai envisage pour ce décollage une sorte de nouvelle donne ou d'une politique continentale à mettre sur pied, notamment pour améliorer et redynamiser une économie africaine meurtrie depuis l'époque coloniale. Il est des responsabilités des Africains eux-mêmes d'en imaginer la forme et d'en payer le prix. Cette nouvelle politique devrait, selon l'auteur, s'appuyer sur la géostratégie et géomatique, qui sont une singulière et énorme opportunité pour le développement maîtrisé de l'Afrique. Ce livre représente un choix pragmatique fondé sur une analyse réalisée en interaction avec les acteurs de développement. C'est un choix original qui dévoile au fil des pages le prolongement des éléments de base vers des sujets plus spécialisés qui sont la géostratégie et géomatique. En ce sens, il constitue une introduction stimulante qui donne envie d'aller plus loin à ceux qui s'intéressent à la question du développement de l'Afrique et réserve de surprises aux spécialistes. Alors, professeur, comme je l'ai dit tantôt, quels sont les matériels que vous utilisez en géomatique? Bien, le matériel de base en géomatique, c'est le GPS. Il peut être simple ou différentiel. Ça, c'est le matériel qui nous permet, n'est-ce pas, d'aller collecter les informations. Et l'information, en ce moment-là, est toujours géoréférencée, à l'aide donc du GPS. Quand nous parlons de l'information géoréférencée, c'est-à-dire l'information géographique. Vous voyez, quand nous disons par exemple qu'il y a un problème dans tel quartier, ça c'est quand nous disons qu'il y a un problème, ça reste l'information. Mais elle devient géoréférencée ou géographique si on dit
à tel endroit. Et pour dire à tel endroit, il y a deux modes de géoréférencement. Il y a le géoréférencement nominal et le géoréférencement géométrique. Et le GPS nous permet donc de faire le géoréférencement géométrique. Vous voyez? Ça, c'est pour ce qui est, n'est-ce pas, de l'outil de base. Il y a aussi des sources d'information, notamment les images satellitales qui peuvent être Landsat, Spot, GeoEye ou Aster ou encore Iconos. Il y a d'autres satellites qui sont lancés et les images peuvent aussi être obtenues, comme je l'ai dit, par des drones. Et l'outil, n'est-ce pas, de base aussi, ce sont les ordinateurs. Je vous ai dit tout à l'heure que la géomatique, c'est cette science qui se trouve à la rencontre de la géographie, la géolocalisation et de l'informatique. Donc, il y a des ordinateurs et des logiciels spécialisés, notamment dans le domaine des systèmes d'information géographique. Ce sont ces outils-là qui, n'est-ce pas, mis ensemble, permettent de produire l'information utile. Parce que le décideur, un ministre ne doit pas venir, par exemple, s'asseoir pour faire le traitement des informations. Lui, il veut l'information qui va lui permettre, n'est-ce pas, de décider. Et il faudra que les géomaticiens soient à temps plein à leur disposition pour produire ces outils d'aide à la décision. Et lorsque nous prenons par exemple le cas des drones ou bien peut-être des satellites que vous venez de citer, que ce soit de Landsat ou bien Spot et autres, comment se fait le traitement? Est-ce que vous prenez ces données sous forme d'infra ou bien comment vous faites le traitement de ces données pour traduire pratiquement afin que le décideur comprenne? Puisque oui, ça va être tellement technique. Oui, comment vous faites? Quand on reçoit une image, quand on acquiert une image, on fait une sorte de composition colorée. Et puis, on fait des classifications, mais ceci ne se fait pas au pif. Ça se fait en fonction de l'objectif qu'on voudrait atteindre. On veut, n'est-ce pas, obtenir une information sur tel type d'occupation du sol, par exemple. On traite donc les données et on a cette information. Nous prenons, par exemple, une sorte d'analyse diachronique de la croissance ou de l'évolution du couvert végétal. De l'évolution même peut-être de la ville de N'Djamena, nous prenons ce cas-là. On dit en 2005, voilà ce que N'Djamena occupait comme espace. En 2015, voilà ce que N'Djamena occupe. Et on essaie donc de voir les facteurs de transition. Quand on a ces facteurs de transition, nous pouvons donc maintenant simuler N'Djamena en 2025-2030. Et en ce moment-là, on peut dire, monsieur le maire ou bien monsieur le délégué du gouvernement, si vous ne faites rien et que ces facteurs de transition continuent à fonctionner comme ils ont fonctionné jusqu'à présent, voilà ce que vous aurez en 2025 comme ville de N'Djamena. Vous voyez? Fait comme ça, ça nous permet, n'est-ce pas, de mettre à leur disposition des outils qui permettent de décider en connaissance de cause. Ok, alors, professeur, avant de venir peut-être le cas des universités ici en Afrique qui traversent des moments difficiles ou bien qui malheureusement forment plus de chômeurs que ce qu'on espère, vous dirigez également un laboratoire dans ce sens de la géomatique en Ngandéré. Permettez qu'on parle un peu du travail que vous faites au sein de ce laboratoire par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a des données qui ont été peut-être mises à la disposition, par exemple, des décideurs et que cela a apporté un plus, disons, comme des pays en développement? Qu'est-ce que vous faites concrètement déjà dans ce labo d'abord? Et puis, quelle est la valeur ajoutée, en fait? Bon, je voudrais d'abord, en quelque sorte, dire ce que c'est que ce labo, le labo de géomatique. Vous voyez, c'est un espace qui a une vision. Non seulement ça a une vision, mais il a une mission. Il a des objectifs stratégiques à atteindre. Pour ce qui est de la vision de ce laboratoire, de géomatique, sa vision, c'est d'être un laboratoire d'excellence et de référence internationale en traitement de données à référence spatiale, en gestion et transfert de technologies et connaissances, n'est-ce pas, géospatiales pour la promotion d'un développement maîtrisé, pas durable, un développement maîtrisé de l'Afrique.
En termes donc de mission, nous devrions, n'est-ce pas, nous développons, n'est-ce pas, des formations de haut niveau basées sur l'excellence de la qualité des données géospatiales. Et maintenant, pour ce qui est, n'est-ce pas, de ce que le laboratoire de géomatique a déjà fait, vous savez, les pays africains sont entrés dans l'ère de la décentralisation. Et dans cette ère de décentralisation, il faut développer ce qu'on appelle les plans communaux de développement. Et c'est là que la géomatique, n'est-ce pas, a montré de quoi elle était capable comme science. La commune dans laquelle se trouve l'université de Ngaoundéré vient de réaliser son plan communal de développement, et ceci grâce, n'est-ce pas, au concours de ce laboratoire qui a pu monter une base de données qui est aujourd'hui utilisée par le maire de cette commune. Au-delà, il y a d'autres études que le laboratoire de géomatique ou bien les étudiants formés dans ces labos qui ont créé peut-être leur bureau d'études ou bien qui travaillent dans les départements ministériels ont fait, permettent, n'est-ce pas, de décider désormais en connaissance de cause. Professeur, permettez qu'on revienne peut-être sur le problème de la formation dans les universités en Afrique. On va revenir sur les laboratoires, puisqu'on est un peu pris par le temps. Nous voyons que les universités forment, mais le chômage va grandissant, il faut le dire, dans presque tous les pays d'Afrique. Alors, quelle lecture faites-vous à travers cette nouvelle science par rapport à ce problème de chômage de tous ceux qui sont formés? Bien, le problème de chômage en Afrique, je peux dire que c'est un problème contextuel, tout simplement. Ce n'est pas qu'on manque quoi faire. Les ressources sont disponibles. Mais il y a un problème de professionnalisation. Vous voyez, jusqu'à présent, on a toujours cru qu'on forme l'enfant pour qu'il soit dans l'administration. On n'a pas encore intégré le fait qu'on doit former l'enfant pour qu'il soit créateur d'emplois. Vous voyez? Et c'est cette étape, cette phase de la formation, je dirais même universitaire, qui manque encore beaucoup dans nos pays, dans nos universités. Vous voyez? On forme un enfant qui n'a pas un fond professionnel. À la fin, il a un diplôme. Mais c'est un diplôme qui n'a pas, n'est-ce pas, un socle professionnel. Ben, il va se déclarer chômeur. Vous voyez? Alors qu'en réalité, c'est même pas un chômeur. Vous voyez? Puisqu'il n'a rien à faire, il ne connaît rien faire avant de ne pas trouver du travail. Or, et pourtant, il a été formé. Il a été formé sans, n'est-ce pas, le socle professionnel. Je prends un exemple, moi qui enseigne la géographie. Je peux vous dire que je vis de la géomatique plus que de l'enseignement de la géographie. Vous voyez? Parce qu'en dessous, j'ai eu ce fond professionnel qui me permet aujourd'hui d'être plus utile à mon pays, d'être plus utile à l'Afrique. Oui. Mais déjà que ce problème est une réalité et qu'on vit, et vous êtes, disons que vous êtes la personne la mieux placée pour peut-être, si vous avez un message à l'endroit des décideurs qui nous suivent, pourquoi pas, ou bien à vos collègues enseignants-chercheurs, comment orienter pour que ces jeunes ne puissent pas se retrouver, comme vous venez de dire, dans le chômage, ou bien pensant vers où se tourner. Quel est votre message à l'endroit de tout cela? Moi, je pense qu'il faut une refondation tout simplement de l'université africaine, ou bien de la formation de l'Africain. Vous voyez, la formation ne doit pas seulement être une formation théorique. Elle doit être une formation pratique, une formation productive. Vous voyez, je prends un exemple. Nous parlons souvent des électriciens dans nos pays, ou bien des plombiers dans nos pays. Nos électriciens, nos plombiers sont des assembleurs de pièces.
Ce sont des assembleurs de pièces. Ils ne savent pas comment on produit ces pièces. Vous voyez? Or, l'électricien ou le plombier, il doit savoir comment on construit, on produit la pièce. Vous voyez? Donc la refondation, n'est-ce pas, de la formation universitaire ou de la formation tout court, professionnelle tout court, doit, n'est-ce pas, descendre jusqu'à ce niveau-là, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, savoir que nous avons tout ce qu'il faut pour nous développer, mais il faut donc que nous ayons des gens capables donc d'exploiter ces ressources. Le verre, par exemple, c'est du sable. Vous voyez? Mais qui sait qu'il faut, enfin, parmi, n'est-ce pas, nos formateurs, ou bien dans nos industries, vous voyez, hein, il n'y a que quelques individus qui savent, n'est-ce pas, faire ce genre de transformation. Or, il faut vulgariser pour le développement, n'est-ce pas, de l'Afrique. Ok, professeur, nous sommes malheureusement arrivés au temps qui nous est imparti. Une fois de plus, merci de passer sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission, une émission qui est consacrée à la géomatique, qui est une science nouvelle, pas vraiment nouvelle en Afrique, il faut le dire, mais une science qui fait, qui a plusieurs domaines d'application, comme nous venons de savoir. Nous avons reçu pour en parler le professeur Michel Tchotsua, qui est professeur titulaire des universités, habilité à diriger des recherches en géographie géomatique par l'Université d'Orléans en France. Il est par ailleurs chevalier de l'ordre du mérite camerounais. Il dirige également un laboratoire de géomatique à l'Université de Ngandéré au Cameroun. Merci de rester toujours en compagnie de nos programmes. Au revoir et à la semaine prochaine.